actuellement dans le truc du MEDEF là, et je rencontre un grand ami qui vraiment il est grand. Là, Alain Leroy. Bonjour monsieur Alain Leroy. Bonjour. Vous parlez malgache, je crois. Non, plus, j'ai oublié. Timis, mais sinon, très heureux d'être là à Madagascar, à Paris. Très heureux de voir que Madagascar va de mieux en mieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Ça montre très bien qu'il y a beaucoup de gens très intéressés par Madagascar. Je m'en réjouis beaucoup d'entreprises françaises intéressées par Madagascar. Et je m'en réjouis pour elles et pour Madagascar. Mais vous êtes accro parce que ça fait quand même un bon bout de temps que... Un peu plus de 10 ans que je suis plus à Madagascar, mais je continue à suivre et à m'intéresser beaucoup. Ce que nous souhaitons, c'est qu'enfin le pays se développe, le pays que vous avez connu. Vous êtes quand même parti sur un coup de gueule, si je me rappelle bien, avec un peu de regret. De regret de partir, oui, parce que comme tout le monde, j'avais vu l'eau du Malangarès. Voilà. Ça te ça quand Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation officielle et délégation d'entreprise malgache, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers amis. En ma qualité de président délégué du MEDEF, je veux vous dire, Monsieur le Président, que c'est un honneur et un très grand plaisir pour la communauté française des affaires que représente le MEDEF et MEDEF International de vous recevoir aujourd'hui à Paris. Mes remerciements s'adressent également à votre délégation de chefs d'entreprise, venus échanger avec leurs homologues français et futurs partenaires, je l'espère. Nous observons avec grand intérêt la dynamique économique de votre pays et en mesurons le potentiel de développement. Notre souhait de renforcer les relations économiques entre nos deux pays est sincère et intense. Comme vous le savez, le MEDEF est la principale organisation des employeurs en France. Nos 173 000 adhérents représentent 10,5 millions de salariés. Nous sommes organisés en 123 représentations territoriales et 77 fédérations professionnelles de tous les secteurs d'activité, industrie, services, bâtiments, commerce, grandes et petites entreprises. En tant que partenaire social, nous sommes également l'interlocuteur privilégié du gouvernement français pour la définition et la mise en place des mesures sociales et économiques. Grâce à MEDEF International, qui a organisé notre réunion, nous pouvons également réunir les entreprises françaises qui souhaitent investir ou exporter dans le monde. J'étais il y a quelques jours en déplacement dans l'océan Indien, notamment à l'île Maurice et à La Réunion, et j'ai mesuré combien Madagascar était une place importante pour cette grande région. Le MEDEF et MEDEF International souhaitent accompagner toutes les entreprises françaises, de La Réunion en particulier, pour qu'elles exportent, qu'elles exploitent les opportunités d'affaires à Madagascar, mais nous souhaitons également faciliter les affaires des entreprises malgaches dans nos territoires. Monsieur le Président, vous avez donc devant vous des entreprises qui aiment votre pays, Madagascar, et qui souhaitent s'y développer ou s'y implanter de manière durable et mutuellement bénéfique pour nos deux pays. Je sais combien, à travers votre parcours d'entrepreneur et votre environnement familial, vous êtes avertis des sujets qui nous occupent et ne doutons pas des avancées intéressantes que nous pourrons mener ensemble. Je vous remercie de votre attention et laisse maintenant la parole à Patrice Fonladoza, président du comité Afrique du MEDEF International. Merci M. Martin, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs. C'est évidemment un très grand honneur et un plaisir de vous accueillir aujourd'hui
au nom du Comité Afrique du MEDEF International que je préside. Je tiens également à remercier les chefs d'entreprise français qui sont venus en très grand nombre aujourd'hui et au plus haut niveau des entreprises et de leur représentativité. Une majorité d'entre vous représente déjà des activités sur le territoire de Madagascar et y font des affaires. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes actuellement en discussion pour faire avancer un certain nombre de projets et, bien sûr, de discuter de quelles pourraient être les potentialités dans les années qui viennent. MEDEF International est un acteur important de la diplomatie économique privée en France, avec plus de 200 événements organisés l'an passé, dont 40% sont consacrés à l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire des délégations, des réunions, des rencontres d'experts, des conférences. Et ceci en lien avec les pouvoirs publics français que je tiens ici à remercier à cette occasion, et d'ailleurs le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie et des Finances, avec qui nous travaillons main dans la main, très régulièrement et tout au long de l'année. Et par exemple, bien sûr, pour cette rencontre. Alors, Monsieur le Président de la République, votre visite officielle aujourd'hui, quelques mois seulement après votre arrivée au pouvoir, est un message très fort que vous envoyez à notre pays et à la confiance que vous portez à la France pour en faire un véritable partenaire économique privilégié. Sachez que les entreprises répondent déjà présent. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais laisser la parole à M. Momar Nguer, qui est président du Conseil France-Afrique de l'Est et Océan Indien du MEDEF International. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, vous savez, Monsieur le Président, les relations entre Madagascar et la France sont des relations historiques. Notre pays est un investisseur important à Madagascar. Ce n'est pas à vous que je le dirai. La France est le premier partenaire commercial, le premier client, le premier bailleur de fonds bilatéral, le troisième fournisseur de Madagascar. Et les échanges commerciaux entre nos deux pays depuis la dernière décennie ont été multipliés par deux. La coopération entre Madagascar et la France couvre de nombreux domaines qui sont représentés aujourd'hui dans les différentes tables. C'est la production de la fourniture d'énergie, l'industrie de transformation, la communication, les télécommunications, les infrastructures, le BTP, le tourisme, et j'en passe. Vous avez, Monsieur le Président de la République, après votre très brillante élection pour laquelle nous adressons à nouveau nos félicitations, vous avez présenté la politique générale de l'État, qui définit un cadre très clair et qui définit vos priorités en matière d'accès à l'énergie, en matière de santé, en matière d'agriculture, en matière d'industrialisation et encore en matière de tourisme. Les entreprises françaises ici présentes sont disposées à vous accompagner pour remplir ces objectifs qui sont ambitieux. Enfin, Monsieur le Président, je suis heureux de vous annoncer que le MEDEF International organisera une délégation de chefs d'entreprise français à Madagascar au cours du mois de septembre 2019 et je suis convaincu qu'il y aura encore plus d'entreprises qu'il y en a ce soir dans la salle. Nous allons maintenant regarder un film de présentation que vous avez souhaité diffuser. À l'issue de votre intervention, Monsieur le Président, nous procéderons à une cérémonie de signature d'accords et de lettres d'intention, puis nous terminerons, comme il est de coutume, au MEDEF par une séquence de questions et réponses avec les entreprises présentes. Permettez-moi à nouveau de vous renouveler le plaisir que nous avons tous à vous accueillir aujourd'hui, afin d'impulser une nouvelle dynamique aux relations d'affaires entre nos deux pays.
étant maintenant, Monsieur le Président de la République, de vous donner la parole pour votre allocution suite à la présentation très succincte de ce film. Alors, sentez-vous tout à fait libre, soit ici ou bien être occupé, comme vous le souhaitez. Je vais rester Vous m'entendez? D'accord. Bon, mesdames et messieurs les membres du patronat français, vous tous ici présents, honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, Madagascar veut rattraper le retard accumulé de développement accumulé durant plusieurs décennies en matière de développement. Pour ce faire, nous avons lancé la vision de l'initiative Émergence Madagascar qui ambitionne de mettre Madagascar sur les rails d'un développement accéléré, durable et inclusif. Un processus où l'homme est au cœur de nos préoccupations et de nos actions. Cette vision est le fondement de la politique générale de l'État, laquelle retrace les priorités et les axes d'action qui seront mis en œuvre suivant le plan émergence de Madagascar. Nous sommes venus en France non seulement pour une visite officielle d'un pays ami et partenaire, mais aussi pour rencontrer les capitaines d'industrie et dirigeants d'entreprises françaises. Et surtout, nous sommes ici pour vous montrer le projet du renouveau de Madagascar. Vous présenter tous les projets à développer, à poursuivre et à finir, et aussi celles envisagées pour le futur. Nous sommes venus ici pour vous faire adhérer à notre vision d'émergence, vous rassurer sur nos intentions et nos ambitions également. Pour cela, nous sommes venus accompagnés du patronat malagasy, d'opérateurs, fleurons de notre industrie et de notre économie actuelle. Cette délégation est décidée à tirer le meilleur de cette rencontre et de ce séjour afin de revenir à Madagascar avec des perspectives d'affaires et de partenariats concrètes. Nous sommes venus proposer un partenariat gagnant-gagnant. Le chantier est vaste et les opportunités sont nombreuses, pour ne citer que l'énergie, le textile, le tourisme, les infrastructures, l'agro-industrie. L'émergence de Madagascar devra se faire par l'industrialisation et par le recours à diverses formes de partenariats public-privé dans tous les domaines stratégiques. Pour l'énergie, il n'y a pas d'industrialisation ni de développement possible sans l'énergie. Aujourd'hui, seulement 15% de la population a accès à l'électricité à Madagascar. Une énergie produite et qui est à ce jour la plus chère en Afrique, car elle varie entre 20 et 30 centimes d'euros le kilowattheure. Quand c'est le plus cher, contrairement ici en France, vous payez entre 10 et 12 centimes, c'est-à-dire à Madagascar, l'énergie, c'est vraiment le luxe. Et pourtant, le pouvoir d'achat est très très faible. C'est pour cette raison que nous envisageons de doubler, voire même de quadrupler l'énergie renouvelable à Madagascar. Comme je le disais toujours, Dieu nous a donné l'eau, le soleil et le vent. Et c'est à nous de le transformer en énergie. Vous n'êtes pas sans savoir que le potentiel à Madagascar est énorme en termes d'énergie renouvelable. L'État mise donc sur l'énergie verte pour redynamiser la croissance économique et amorcer l'industrialisation à Madagascar. Plusieurs projets sont en cours, dont certains bénéficient du soutien de l'État et du gouvernement, tant en hydroélectrique, en solaire, en éolien qu'en biomasse. Pour accélérer donc notre vaste projet d'électrification et la transition énergétique, nous invitons les entreprises à suivre nos pas et également à mettre en place Madagascar en termes de modèle de développement à Madagascar en termes d'énergie. L'objectif de Madagascar,
et donc, comme je le disais tout à l'heure, et de doubler la capacité en énergie renouvelable, c'est-à-dire depuis le retour de l'indépendance, nous avons seulement aujourd'hui 400 mégawatts de production d'énergie en énergie fossile, ce qui revient à ce que l'électricité est le plus cher en Afrique actuellement. Donc dans les 5 années à venir, nous comptons diviser par 3, voire même par 4, le coût de l'énergie à Madagascar, ce qui nous ramènera à l'industrialisation de Madagascar. Il a noté que l'avantage de Madagascar, c'est la plus grande île du continent africain. Et les 6 grandes villes de Madagascar possèdent des ports. Et donc, je vous le citais tout à l'heure, que nous avons aussi pas mal de contrats. Nous sommes membres de la SADC et du COMESA également. Donc tout ce qui est fabriqué et construit à Madagascar rentre sans taxe dans les pays dont nous sommes membres. Donc voilà, nous sommes engagés donc, à produire 80% d'énergie sur toutes les infrastructures en énergie renouvelable dans les 5 ans à venir. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour inciter tout opérateur dans le secteur de l'économie verte à venir investir et s'épanouir à Madagascar. L'impératif de l'industrialisation concernera également l'agroalimentaire. Au-delà des objectifs de croissance économique, l'imposante urgence à atteindre, c'est l'autosuffisance alimentaire est indéniable. Nous comptons augmenter de 100 000 hectares supplémentaires les territoires rizicoles. Il est à noter que Madagascar était le grenier rizicole vers les années 70, c'est-à-dire on exportait du riz, et sans parler de la qualité, partout en Afrique et dans l'océan Indien. Maintenant, nous importons, et là je m'engage, et je l'avais dit, que d'ici 3 ans, 2 ans et demi, Madagascar atteindra l'autosuffisance alimentaire à travers notre projet qui est déjà en cours, en marche, avec le financement de la Banque africaine de développement, que nous allons augmenter de 100 000 hectares supplémentaires les territoires rizicoles à Madagascar. Mais nous voulons également diversifier les produits agricoles pour relancer des filières telles que le maïs, le cacao, la banane et les légumiers. Il est à noter que cette année même, Madagascar a reçu, en termes de label qualité, en termes de cacao de Madagascar, c'est le meilleur au monde en termes de qualité. Ceci dit, par rapport à d'autres pays, la quantité est encore assez faible. Donc nous voulons multiplier par 10, voire même par 100, parce que nous sommes encore très loin de la Côte d'Ivoire ou du Ghana, qui est le premier et deuxième exportateur de cacao dans le monde. Donc Madagascar, on veut également étendre notre capacité de production en termes de cacao et de la vanille, la vanille aujourd'hui représente quand même 3 milliards d'euros en termes de chiffres chaque année, qui est énorme. Mais on veut également étendre la production. Les ressources halieutiques ne sont pas en reste. Les gambas, les crevettes et les langoustes font déjà les produits phares de Madagascar. Cependant, l'exploitation de ces produits devra se faire dans le souci d'un développement durable. Dans l'économie bleue également, les filières actuellement en expansion, vous le savez, très appréciées des chefs ici en France, le caviar de Madagascar. Il y a aussi les anguilles, les tilapias et les spirulines également. Le secteur de l'agroalimentaire malagasy a besoin donc de vos expériences, de vos expertises et investissements afin de passer à un rendement supérieur. Donc, je lance un appel que Madagascar aujourd'hui, on voudrait être, si vous voulez, la vitrine de l'Afrique en termes de développement. Je ne suis pas venu ici pour comparer Madagascar à d'autres pays africains, mais je peux vous dire que Madagascar a beaucoup de potentiel par rapport aux autres pays amis. De nombreuses infrastructures sont également à construire dans les prochaines années.
qu'il s'agisse d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires. Madagascar souhaite produire localement tout ce dont le pays a besoin. Nous souhaitons pour ce faire que des usines de transformation s'ouvrent à Madagascar pour servir cette ambition d'émergence et créer de l'emploi. Des usines pour la métallurgie, de la cimenterie, de la tuyauterie, minoterie, huilerie, savonnerie et même des laboratoires pharmaceutiques. En effet, Madagascar a non seulement l'espace nécessaire pour la construction d'usines et de laboratoires, mais aussi de nombreuses matières premières, à la fois pour la pharmaceutique chimique, mais aussi pour les médecines naturelles. La création de la nouvelle ville fait partie également de projets d'avenir. D'ailleurs, je ne sais pas si le technicien pourrait envoyer tout à l'heure, diffuser le projet concernant la nouvelle ville, afin que vous puissiez voir et constater ce que nous allons réaliser et démarrer cette année même. Des zones d'émergence industrielle et agricole ont été définies et n'attendent plus que les développeurs. Les techniciens professionnels et les jeunes Malagasy, quant à eux, sont déjà prêts à se mettre au travail et à collaborer chacun à leur niveau et selon leurs compétences avec les futurs opérateurs pour assurer le développement du pays. Lors de l'adoption de la dernière loi des finances rectificatives, des emphases particulières ont été faites sur les infrastructures afin d'améliorer l'accès dans les zones reculées et la connectivité pour désenclaver Madagascar et favoriser la création des corridors de commerce facilitant les échanges commerciaux à travers les régions du pays. Les routes sont également cruciales pour le développement d'un secteur charnière de notre économie. Il s'agit bien évidemment du secteur touristique. Madagascar dispose d'une biodiversité exceptionnelle. Nous détenons 85% des espèces endémiques et 5% de la biodiversité mondiale, sans parler de nos 5000 km de côtes et de nos sublimes plages de sable blanc. Dans le classement mondial des pays détenteurs d'un méga biodiversité, Madagascar est le numéro 1 du top 10. Mais malgré ce potentiel flagrant, Madagascar accueille seulement 300 000 touristes, contre 1 500 000 à notre voisin qui est l'île Maurice. Notre but est de franchir le cap de 800 000 touristes par an dans les 5 années à venir. Nous avons recensé, donc pour ce faire, nous avons recensé des réserves foncières touristiques propices à l'investissement que nous mettrons à la disposition des opérateurs avec un cahier des charges précis mentionnant nos besoins spécifiques et les délais d'exécution. À titre d'information, nous visons la construction de 10 hôtels 5 étoiles en 5 ans pour le démarrage du tourisme de prestige à Madagascar. Nous voulons aussi ouvrir le ciel de Madagascar et diversifier nos offres de produits touristiques. Nous avons les moyens de relever ce défi grâce à notre nature 5 étoiles. Et nous souhaitons le faire avec des grandes enseignes et des grands groupes hôteliers aux compétences et aux références internationales. D'ailleurs, un forum international du tourisme et du transport sera organisé en septembre prochain pour confirmer les opportunités d'investissement offertes par la grande île. Je vous invite donc à venir participer à ce premier forum international du tourisme à Madagascar. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, Madagascar a amorcé un virage à 380 degrés pour assurer son développement et sa croissance et son émergence. Pour ce faire, nous invitons les investisseurs à venir car il y a du changement à Madagascar. La volonté, la gouvernance et la conjoncture, ils sont là. En quelques mois, nous avons travaillé d'arrache-pied pour établir la paix et la sécurité et les résultats sont perceptibles. Le peuple adhère et a reconnu, et pour preuve, lors de l'élection législative de ce lundi 27 mai, c'est-à-dire hier,
le parti soutenant la vision de l'initiative pour l'émergence de Madagascar sont largement vainqueurs du scrutin. Si nous avons estimé avoir 65 députés, aujourd'hui nous sommes à plus de 85, voire même 90 députés, contre 20 députés ou moins de 20 députés pour notre concurrent politique sur place. Ceci est donc un signal fort pour la mise en marche du TGV menant à la transformation de Madagascar et à son émergence. De même, des efforts ont été entrepris en vue d'améliorer l'environnement des affaires, sécuriser les investissements à travers les réformes en cours et à venir, et la mise en place des cadres juridiques stables et prévisibles. Cela va de la lutte contre la corruption à la simplification des procédures et de plus à la transparence de la gestion du pays, c'est-à-dire la bonne gouvernance. Mais soyez rassurés, nous ne resterons pas là, car l'État s'engage à des réformes législatives et structurelles pour permettre des changements initiés en vue d'un décollage économique. Mesdames et messieurs, tout ce que j'ai évoqué ne peut se faire sans un véritable partenariat qui a de l'impact sur la vie de la population. Les opérateurs français connaissent bien Madagascar pour y avoir investi depuis si longtemps, voire depuis toujours. C'est donc tout naturellement que nous sommes tournés vers vous pour pouvoir promouvoir et accélérer le partenariat public-privé que nous voulons être gagnant-gagnant pour la réalisation du plan Émergence Madagascar. Il est important de rappeler que les relations entre nos deux pays sont solides et historiques. En effet, la France demeure le premier pays d'exportation de Madagascar et le plus grand pays investisseur hors le secteur minier. Les Français sont également les plus nombreux à venir visiter Madagascar et contribuent donc à stabiliser le secteur du tourisme. De par son emplacement géographique, Madagascar est un territoire clé à l'émergence africaine et a vocation de devenir le spot des investissements d'avenir. En effet, notre grande île est au croisement des marchés africains et asiatiques. Elle offre également l'opportunité d'accéder à de vastes marchés régionaux tels que la COMESA, réunissant 21 pays et réunissant 475 millions de consommateurs potentiels. Et la SADC également, réunissant 16 pays et totalisant 300 millions de consommateurs. Tout ceci pour vous dire que nous sommes résolument ouverts aux investissements directs étrangers et que tout se fait et fera pour que vous trouviez votre place au sein du tissu économique malagasy. Je suis convaincu que ce séjour riche en rencontres et en échanges et en réalisations concrètes posera les jalons d'un plan transformateur pour les coopérations bilatérales et multilatérales de Madagascar et pour son avenir. D'ailleurs, nous n'allons pas partir les mains vides, car en effet, un accord de partenariat public-privé entre l'État madagascar et la Jirama seront signés aujourd'hui même pour l'aménagement de plusieurs mégawatts en allant entre 300 et 400 mégawatts dans l'aménagement de l'énergie renouvelable hydroélectrique. Nous avons également rencontré plusieurs investisseurs prêts à s'engager, c'est-à-dire que nous sommes très confiants pour l'avenir de la coopération du partenariat entre la France et Madagascar. Je suis impatient de travailler avec la France et de cheminer ensemble vers un partenariat intéressant et certainement enrichissant pour le bénéfice de nos deux pays. Je vous remercie de votre aimable attention et en attendant que le MEDEF à Madagascar au mois de septembre, vous êtes les bienvenus et je pense que c'est une nouvelle page qui se tourne et qui actuellement à Madagascar. Je tiens à vous dire que depuis plusieurs années, les Malagasy ont perdu espoir, ne croient plus en l'avenir. Mais actuellement, l'espoir renaît dans chaque foyer, dans chaque Malagasy, et que Madagascar doit être la vitrine de développement en Afrique. Je vous remercie de votre attention.
Alors, vous nous avez cité un projet qui, je crois, vous tient beaucoup à cœur, qui est le projet de ville nouvelle de Talamas Sandro. Vous souhaitez qu'on fasse une petite vidéo pour pouvoir le présenter, parce que je crois que c'est un des éléments importants que vous souhaitez mettre en avant. Exactement. Je voudrais juste expliquer l'histoire de la capitale de Madagascar, parce que avant même d'être à la tête de l'État, j'étais maire de la capitale de Madagascar. Alors, la capitale de Madagascar, c'est Antananarive. Donc, à l'époque, dans notre période de royauté, le roi a voulu implanter son royaume. Et il a cherché la colline la plus haute de la ville d'Antananarive, qui se trouve sur la rive droite de la capitale. Et quand les Français sont arrivés, ils ont juste fait l'expansion de la ville, toujours sur la rive droite. Donc tout le monde a été induit en erreur. Pourquoi? Parce que la rive droite d'Antananarive, la ville a été bâtie pour accueillir 300 000 habitants, mais sur la rive droite d'Antananarive, c'est une zone inondable. Et donc maintenant, pendant chaque période de pluie, au mois de décembre, pendant 2 heures, 3 heures de pluie, la ville est complètement inondée. Or, ce qu'il fallait construire, c'est sur la rive gauche, en fait, de la capitale de Madagascar. Et c'est pour cette raison que nous allons implanter la nouvelle ville sur la rive gauche de Madagascar, d'Antananarive. Et cette nouvelle ville s'appellera, quand vous entendez Antananarive, c'est la ville des mille. Tana, c'est une ville. Tanan, ça veut dire une ville. Et là, en fait, la nouvelle ville s'appellera Tana Maswanju, c'est-à-dire la ville du soleil. Donc je vous invite à observer. Talamaswanj, la nouvelle ville, le nouveau soleil d'Antananarive, en est la solution. Solution à l'extension de la ville actuelle, Talamaswanj sera aménagée sur la plaine ouest d'Antananarive, rive gauche de l'Ikou, à cheval sur les communes d'Ambudjapet et Ambudjmanzak, sur une surface totale de 1000 hectares, découpée en 660 îlots, suivant une trame en damier. Entre 5 à 10 minutes du centre-ville actuel, son positionnement stratégique lui offre la possibilité de connexion directe avec le reste de la ville, notamment les grands centres d'activité économique, à travers les axes routiers existants et ceux en projet. L'entrée de la ville se fera à travers un grand pont via le marché artisanal de la digue et une connexion directe avec la zone dite d'Os via le portail sud. Talamaswanj réunira toutes les fonctionnalités nouvelles et services associés autour de plus d'une quarantaine de secteurs d'activité. Une avenue longue de 3,6 km traversera la ville, la divisant en 2 secteurs, est et ouest. Elle aura une capacité de 6 voies pour véhicules, des voies réservées aux bus électriques, trottoirs pour les piétons. Les 2 côtés de l'avenue seront constitués de zones de services et de commerce. Des arcades de bâtiments œuvront sur l'avenue. 2 grandes tours seront dédiées au secteur tertiaire, afin d'accueillir des entreprises et des activités du domaine de la communication, des médias, des télécommunications et du développement commercial. En tant que nouvelle ville, Talamaswanj sera régie par un statut de gouvernance spécifique, modèle pour le reste de la ville. 50 hectares de la ville seront réservés à l'aménagement de zones administratives et de bureaux de fonctionnaires publics, à commencer par la mairie, la primature, ainsi que tous les ministères. La ville s'ouvrira également à l'international et réservera 45 hectares pour l'aménagement de centres de conférences internationales, parcs d'exposition et de grands événements. Une zone spécifique sera dédiée à la chancellerie, notamment pour les ambassades et organismes internationaux qui ont souvent du mal à trouver des emplacements adéquats. Environ 12 hectares sont prévus pour l'aménagement de cliniques qui regrouperont des savoir-faire médicaux innovants afin d'éviter aux patients des déplacements répétitifs. Sur 1/10 de la ville, soit 100 hectares, seront répartis des zones industrielles pour les filières non dominantes. Les investissements y seront assurés et sécurisés. Les espaces résidentiels d'une capacité d'accueil de 100 000 résidents s'étendront sur plus de 200 hectares, soit 1/5 de la ville.
surface seront attribuées à la construction de logements sociaux et intermédiaires, tenant en compte, bien sûr, les ménages à très faible revenu. L'éducation primaire, secondaire, universitaire ainsi que les formations professionnelles seront regroupées sur 20 hectares. L'Académie nationale des sports de haut niveau sera hébergée par la nouvelle ville, aménagée sur une surface de 9 hectares. Ont également été réservés à l'implantation d'hôtels de grands standings internationaux. 75 hectares répartis dans la ville seront constitués d'espaces publics, d'espaces verts, promenades et espaces de loisirs. La culture ainsi que les manifestations artistiques auront également une place importante. Tanamassoin créera 100 000 emplois rien que pendant la phase de construction. Tanamassoin, un nouveau jour se lève sur Madagascar. Merci pour cette présentation. Je me permettais de me pencher vers vous, Monsieur le Président, pour vous demander pendant que se déroulait ce film, dans quel délai vous pensez avoir achevé ou pouvoir faire achever ce grand projet. Parce qu'il y a évidemment toujours la question de la vision à la réalisation, et je serais très heureux de la réponse que vous pourriez partager avec l'ensemble des entreprises françaises. Oui, vous avez peut-être pu le constater tout à l'heure, concernant d'abord l'école publique, vous avez vu dans le plan. Nous avons réalisé en 40 jours. Là même, avant-hier, je suis allé à Tamata, j'ai regardé l'avancement des travaux, comme quoi tout est possible. Les gens n'y croient pas. Pour la réalisation de cette nouvelle ville, donc, nous allons commencer dès cette année. Et la première phase, c'est entre 1 an et demi et 2 ans. Mais la totalité, c'est en 3 ans, voire 4 ans au grand maximum. Et nous allons achever la totalité de ces travaux. Mais nous attendons bien évidemment des partenariats privés, parce qu'il y a beaucoup, comme vous avez vu tout à l'heure, des hôtels, il y a des parcs industriels, il y a des malls, des centres commerciaux. Donc voilà, nous sommes ouverts actuellement, mais l'aménagement et surtout en fait, les sphères ministérielles seront achevées dans 1 an et demi, 2 ans. Monsieur le Président, nous allons passer maintenant à notre séance de signature d'accords et de lettres d'intention. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons nous lever de manière à pouvoir nous tenir derrière les signataires, et je vais appeler successivement d'abord pour le premier projet, le projet de barrage hydroélectrique de Saofika. Son Excellence, Monsieur Manga, qui est ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, qui puisse venir nous rejoindre. Monsieur Florent Jensen, qui est directeur du développement international de la Fédération. Monsieur Marc Aguerola, PDG de Ranov, et Madame Tass Fondaritour, qui est PDG de Témis. Et alors, pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu de quel projet il s'agit, j'invite M. Marc Landaba, le Chief Investment Officer de Témis, pour venir dire quelques mots de ce projet pendant que, mesdames et messieurs, pourront procéder à la signature. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, chers membres organisateurs du MEDEF, Mesdames et Messieurs, les sociétés Eiffage et Ranov et Témis se félicitent de la signature aujourd'hui d'un accord cadre portant sur le projet de centrale hydroélectrique de Saofika, avec le ministre de l'Énergie, Monsieur Gonjan et en présence de son Excellence, le chef de l'État. Le consortium de la nouvelle énergie hydroélectrique de l'ONU
acronyme NEO, a été retenu dans le cadre d'un appel d'offres pour l'étude, le financement, la construction, l'exploitation de cette future centrale de São-Fica sur le mode dit BOT. Donc l'actif reviendra à l'État malagasy à la fin de la période de concession. La future centrale aura une puissance de 200 MW et fournira environ un tiers des besoins nationaux à sa mise en service. Cependant, l'ouvrage est conçu pour une extension à 300 MW dès que les besoins en énergie du pays le nécessiteront. Alors, que signifie cette centrale pour le secteur de l'énergie malgache? D'abord, une énergie abordable, avec un prix 3 à 4 fois inférieur au coût de production moyen actuel. Ça s'inscrit dans l'objectif du chef de l'État, qu'on vient d'entendre, puisque cette centrale seule pourra baisser de 30% le coût moyen d'énergie dans le pays, avec autant de gains pour l'accès des populations à l'électricité et pour la balance commerciale du pays, puisqu'on aura une réduction des importations d'hydrocarbures. Ensuite, une énergie propre, avec 800 000 tonnes de CO2 émises évitées. Donc la part des énergies fossiles dans le pays, dans le mix énergétique, pourra diminuer de 60% aujourd'hui à moins de 5% dans le futur, faisant de Madagascar un champion dans la lutte contre le changement climatique. Enfin, une énergie abondante, puisque ce site exceptionnel, avec un dénivelé de 700 mètres, permet une production électrique conséquente, même pendant l'étiage, c'est-à-dire en saison sèche. Période qui représente aujourd'hui un stress sur le secteur, avec un recours massif au fioul lourd et au diesel en saison sèche. La signature des contrats de projet, conventions et contrats d'achat d'énergie sont prévus en fin août de cette année, avec un lancement des travaux en 2020. Le consortium s'attelle à la finalisation de certaines études, et en particulier, et le chef de l'État l'a répété encore, une attention à la biodiversité. Comme rappelé, plus de 80% des espèces à Madagascar sont endémiques, et le consortium s'impose une exigence au-delà des règles nationales, au-delà des règles internationales, avec l'ambition non seulement de devenir garant de la préservation, mais aussi de l'extension des zones forestières environnantes qui souffrent aujourd'hui de déforestation. Merci Monsieur le Président de la République, merci Monsieur le Ministre pour la confiance placée dans le consortium. Merci à tous pour votre attention. J'invite maintenant à une seconde signature sur un projet de digitalisation de la riziculture à Madagascar. Son Excellence, M. Naina Andriatsioena, ministre des Affaires étrangères, vient nous rejoindre, et M. Francis Meston, qui est membre du COMEX, comité exécutif, directeur général Moyen-Orient, Afrique, Turquie, GATOS. Voilà, pendant la séance de signature, je demanderai à M. Pierre Pomme, qui est directeur régional du secteur public et santé d'Atos, de venir nous dire quelques mots de ce projet. Je vous en prie. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadeur, Messieurs et Mesdames les honorables invités, le groupe Atos et ses partenaires sont heureux de pouvoir aujourd'hui intervenir sur ce projet qui concerne la digitalisation de l'agriculture à Madagascar. Ce projet est une définition d'une politique de partenariat public-privé et par le constat que Madagascar importe annuellement du riz alors qu'elle dispose de notre potentialité réelle pour atteindre une autosuffisance et voir, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, exporter dans l'océan Indien. Le projet a pour périmètre la détermination des meilleurs scénarios du modèle économique applicable à l'ensemble du territoire, la détermination des meilleurs outils et conditions technologiques nécessaires au développement de la plateforme digitale, la détermination des cadres réglementaires applicables à la sécurité
et protection des données, ainsi que la constitution d'un tableau de bord de suivi des principes de respect de l'environnement et de la biodiversité. L'intérêt pour Madagascar est triple. Il est économique, il est social et il est environnemental. Pour prendre quelques exemples sur le plan économique, l'augmentation de la production en termes de quantité et en termes de qualité, l'abaissement effectivement de l'importation et les conséquences sur la croissance et le PIB du pays. En termes sociaux, la création notamment d'emplois de conseillers agricoles qui seront au plus près des producteurs pour leur accompagnement. En termes environnementaux, la réduction notamment de CO2 due à l'importation de forêt, la réduction de tous les impacts négatifs sur la biodiversité et la prise en compte des exigences environnementales. Le projet va se décliner en deux phases. Une première phase d'étude de faisabilité et une seconde phase pour le déploiement de la solution. L'étude de faisabilité va démarrer au mois de juin pour une durée de 4 mois, suivie donc de la phase de déploiement pour une durée de 12 mois. Voilà, Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce que nous allons dire sur ce projet de digitalisation de la riziculture à Madagascar. Et pour finir, on partira sur un proverbe malgache qui dit que le chagrin est comme le riz dans le grenier. Chaque jour, il diminue un peu. Nous espérons que par ce projet de digitalisation de l'agriculture à Madagascar, et comme vous l'avez si justement rappelé dans votre propos liminaire en ce qui concerne la priorité donnée au secteur de l'agroalimentaire, ce projet contribuera à réduire chaque jour un peu la pauvreté à Madagascar et donc l'autosuffisance alimentaire. Je vous remercie. Beaucoup. Donc nous en sommes au troisième projet. On va essayer d'accélérer, si vous le permettez, le projet Aku au Solar. Je voudrais demander à M. Eric Scotto, le PDG d'Aco-Énergie, de venir nous rejoindre, et M. Asmen Yava Houssen, administrateur d'Enelec, de nous rejoindre aussi pour pouvoir signer ce projet. C'est peut-être l'intention. Je vais être annoncé, mais je vais parler. Pardon, je vais faire court, par contre, j'ai bien compris. Monsieur le Président, nous vous remercions de nous faire l'honneur d'être témoin du partenariat historique entre le groupe Acu-Énergie, le producteur d'énergie renouvelable français, et le groupe Enelec, qui offre aux côtés de la Germain depuis 2006. Je me permets aussi de remercier le MEDEF International de nous laisser prendre la parole et de signer ces accords historiques pour le groupe. Je vais faire simple.
C'est un petit peu moins ambitieux que le projet hydraulique cité auparavant. On parle d'une signature d'un partenariat entre les groupes qui ont fusionné depuis février 2018 sur la mise en œuvre de la distribution, l'opération et la maintenance de solutions solaires containerisées, mobiles, qui vont forcément donner une application rapide à l'exécution, bien entendu, à travers vos actions que vous souhaitez mener avec votre gouvernement sur la transition énergétique. Donc nous avons la première réalisation d'un projet qui se situe à Tuléa pour l'hybridation de centrales thermiques du groupe Enelec à hauteur de 3 MW, à suivre sur Diego et Majinga. L'ensemble du partenariat consiste à hybrider 35 MW de centrales thermiques par le système de mobiles containerisés solaires. Donc, nous allons mettre en opération cette première centrale à Tuléa au plus tard en novembre 2019 de cette année. Puisque la solution est mobile, on vous proposera plutôt peut-être de venir avec votre agenda bien rempli sur Tuléa de durée, vous apporter la solution mobile à Tana pour pouvoir effectivement faire une preuve par l'application sur Tana donc, de cette solution. Voilà. Merci, monsieur. Le dernier projet, la dernière signature, il s'agit du barrage hydroélectrique de Volobé. Je voudrais appeler à la table de signature à nouveau son Excellence M. Vanji Andriamanga, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, et M. Rémi Hubert, qui est directeur général de la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobé. On va venir nous rejoindre pour la signature. Ça va tarder. En quelques mots, je ne sais pas si le micro fonctionne. Le projet hydroélectrique de Volobé est un projet hydroélectrique situé à proximité de Tamata, le premier port international de Madagascar. C'est un projet de 120 MW et je dirais qu'en complémentarité, et il va permettre, avec le projet de Sofika, de pouvoir avoir une énergie renouvelable importante, d'avoir les mêmes objectifs globaux de réduction des tarifs et du coût de l'électricité à Madagascar et permettre ainsi le développement industriel et l'accès au plus grand nombre de l'électricité. Ça permet vraiment de remplir l'objectif du président et de son gouvernement de doubler les capacités installées en énergie renouvelable. C'est un projet qui va pouvoir débuter dès 2020 et produire ses premiers kilowattheures en 2023. Voilà, merci.
mais ça m'en reste. Bien, je vais tout d'abord inviter, en les remerciant, la presse malgache et la presse française à bien vouloir quitter maintenant notre réunion, à sortir de la salle, de façon à ce que nous puissions entamer une deuxième partie de questions-réponses avec les entreprises qui se passera donc, je dirais, porte fermée. Merci à la presse de bien vouloir quitter la salle et un grand merci pour leur participation. Salut Jeannot. On est parti là-bas. Nous allons commencer